Les matinales de KPMG. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce mardi 6 juillet 2021 pour notre dernière matinale de la saison. Comme vous le savez, cette émission est destinée à faire le tour en 20 minutes chrono de l'actualité comptable et financière du mois. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. En ce début d'été, le thermomètre a déjà atteint des températures caniculaires en certaines régions du monde, comme au Canada ou à Chypre. En effet Hélène, c'est comme pour nous rappeler que le changement climatique est déjà à l'œuvre. À ce propos a été publiée il y a quelques semaines la nouvelle directive européenne sur le reporting extra-financier. Au regard de ce nouveau texte, de nombreuses entreprises devront bientôt publier des informations dans les domaines social, sociétal et environnemental. Pour décrypter cette obligation qui s'imposera à un nombre beaucoup plus large de sociétés que l'actuelle déclaration de performance extra-financière, nous avons convié aujourd'hui à notre micro Anne Garance, associée responsable du département développement durable de KPMG France, et Fanny Huyot, également associée au sein de ce département. Mais sans plus tarder, débutons cette matinale avec le journal de la rédaction. Le journal. À la une ce mois-ci, de l'actualité fiscale, tout d'abord avec le projet de loi de finances rectificative pour 2021, discuté par les deux chambres tout au long du mois de juin, et l'accord OCDE signé le 1er juillet dernier sur un impôt minimum mondial. Et également de l'actualité comptable avec la publication d'une décision de l'IFRIC sur les avantages postérieurs à l'emploi. Et nous terminerons ce journal, comme d'habitude, avec les principales publications de KPMG. Ouvrons ce journal avec l'actualité fiscale. Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 a été discuté tout au long du mois de juin et hier soir, lundi 5 juillet, s'est réunie la commission paritaire mixte. Que prévoit ce projet de texte sur le fond, Laurent ? Sur le fond, ce budget rectificatif prévoit plusieurs mesures fiscales destinées à accompagner la sortie de la crise sanitaire. La première mesure, et certainement la principale, je dirais, vise à élargir temporairement le champ d'application du mécanisme de report en arrière des déficits des entreprises, le fameux carry-back. La seconde disposition précise quant à elle le régime fiscal des aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire. Enfin, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que son régime social et fiscal d'exonération seraient reconduits. À l'heure où nous bouclons ce journal, nous savons que cette commission paritaire, réunissant députés et sénateurs, a trouvé un accord hier soir, lundi 5 juillet. Mais nous ne connaissons pas encore la teneur de cet accord. Et donc, pour en savoir plus sur cette loi de finances rectificative pour 2021, nous vous recommandons d'écouter notre émission Les Fiscales, diffusée le 15 juin dernier dans notre application mobile, Radio KPMG, et de vous rendre régulièrement sur la page de KPMG Avocat, sur kpmg.fr, ou de vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocat. Dernière information fiscale, le 1er juillet dernier, Laurent, l'OCDE a conclu un accord historique sur l'instauration d'un impôt minimum mondial. Oui Hélène, et le terme historique n'est pas trop fort, car en effet depuis des années, des travaux étaient en cours sur le sujet et les discussions ont été intenses. Les parties se sont enfin mises d'accord sur ce texte, à l'exception de l'Irlande et la Hongrie. Même la Chine et certains pays considérés comme des paradis fiscaux ont ratifié l'accord. C'est bien. Pour faire toute la lumière sur cet impôt minimum mondial, Radio KPMG diffusera demain, le 7 juillet, un Flash Info qui sera animé par nos experts de KPMG Avocat et vous pourrez l'écouter dans notre application sur kpmg.fr à la page de la radio. Poursuivons ce journal avec l'actualité comptable internationale. L'IASB a entériné la décision de l'IFRIC quant à la façon d'attribuer certains avantages postérieurs à l'emploi sur la durée de service des bénéficiaires. Des analyses sont en cours pour déterminer le champ d'application de cette décision en France et évaluer, Laurent, les principaux impacts qui en découlent. Que peut-on en dire à ce jour ? Le sujet est complexe. Il serait donc prématuré de conclure aujourd'hui, étant donné que le périmètre des avantages impactés par cette décision n'est pas stabilisé et que s'agissant spécifiquement des indemnités de départ en retraite, cela peut aussi dépendre des conventions collectives applicables. En tout état de cause, si cette décision devait mener à des impacts significatifs, il devrait être traité par analogie avec un changement de méthode comptable, c'est-à-dire un impact dans les capitaux propres d'ouverture du premier exercice présenté et non en écart actuariel ou en résultat. Quelle est donc notre recommandation à ce stade ? Qu'il est urgent de ne rien faire ? D'une certaine façon, oui.
À ce stade des discussions, nous recommandons pour les comptes semestriels établis au 30 juin 2021 d'indiquer en annexe que des analyses de place sont en cours et qu'il est encore trop tôt pour préciser les impacts de cette décision qui seront déterminés d'ici la prochaine clôture annuelle. En effet, comme l'a indiqué l'IASB en 2019, si des décisions de l'IFRIC nécessitent des analyses, une période de temps suffisante peut être nécessaire, tout en précisant qu'il s'agirait de mois plutôt que d'années. Ces conditions paraissent donc remplies au cas d'espèce. Avant de clôturer ce journal, nous souhaitions adresser un message important. Oui Hélène, les arrêtés semestriels du 30 juin 2021 battent leur plein actuellement. Dans le contexte de crise actuelle, nous vous recommandons d'écouter ou de réécouter l'édition spéciale des matinales, diffusée le 17 juin dernier, avec en exclusivité à notre micro, Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'AMF, et ce dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Nous allons refermer ce journal avec le tour des publications du mois de juin, Laurent. Au-delà du numéro de juin d'IFRS en bref, je signale à nos auditeurs une publication de Blockchain Partner by KPMG sur les cryptoactifs et la lettre de la gouvernance qui va paraître sous peu. Enfin, j'attire également l'attention de nos auditeurs sur le lancement d'un site intitulé Comptabilité, enjeux climatiques et état financier. Cette page internet conçue par KPMG International regroupe les questions-réponses et ressources indispensables pour mieux appréhender les enjeux comptables liés au changement climatique. Merci beaucoup Laurent pour cette transition parfaite vers notre dossier du mois. Pour ceux que cela intéresse, nous avons mentionné le lien vers cette page dans notre application mobile. Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve dans un instant avec nos deux invités. Le dossier du mois. Nouvelle directive européenne sur le reporting extra-financier, taxonomie verte, reporting non financier international, etc. Depuis quelques mois, l'actualité réglementaire en matière de communication ESG des entreprises foisonne. ESG signifiant environnemental, social et gouvernance. À tel point que les acteurs économiques peuvent être perdus dans le maquis de nouveaux textes ou de futurs nouveaux textes. C'est pourquoi il nous a paru indispensable de consacrer notre dossier du mois aux questions de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Et nous le ferons aujourd'hui avec Anne Garance, associée et responsable du département développement durable de KPMG France, et Fanny Ouliot, associée au sein de ce même département. Bonjour mesdames. Bonjour Hélène. Bonjour. Ma première question sera simple, votre réponse le sera peut-être moins, Anne Garance. Pouvez-vous nous dresser un panorama des initiatives actuelles dans le domaine de la RSE, que ce soit au niveau européen ou international ? Oui, alors elles seraient trop nombreuses pour être énoncées exhaustivement, mais si je devais choisir 3 initiatives, eh bien je citerai en premier lieu l'Union européenne qui prépare actuellement une directive sur le devoir de diligence, dont l'ambition serait de mieux gérer les risques sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement bien entendu, et les droits humains. Deuxième initiative importante, l'Europe consulte également sur la TCFD pour Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, qui pourrait venir renforcer les obligations en matière de climat dans un avenir proche au niveau européen. Et enfin, troisième initiative significative en Europe, les travaux de normalisation du reporting extra-financier portés par l'EFRAG, sans oublier qu'au niveau international, la fondation IFRS réfléchit également à l'élaboration de normes extra-financières. Bref, les enjeux RSE sont au cœur des préoccupations françaises, européennes et aussi internationales. En clair, l'Europe a été pionnière dans ce domaine et cherche à le rester. Le panorama étant dressé, penchons-nous maintenant en particulier sur une de ces initiatives, la révision de la directive sur le reporting non financier, appelée CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Ce projet de texte publié le 21 avril dernier remplacera un jour la directive actuelle, la France l'ayant transposée à l'époque via les dispositions des PEF. Oui, la fameuse déclaration de performance extra-financière que nous connaissons bien, Hélène, depuis l'exercice 2018, devrait en effet bientôt disparaître. Cette directive CSRD modifiera la publication des informations sociales, environnementales et sociétales que les grandes sociétés françaises communiquent dans leur DPEF.
Et pourquoi fallait-il faire évoluer aussi vite les dispositions DPEF ? Alors, je vois 3 raisons principales à cette nécessité de changement qui, je vous l'accorde, est très rapide. La première, impliquer les entreprises européennes dans l'engagement pris par l'Europe pour l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. De fait, la directive CSRD accorde une attention particulière aux enjeux climatiques et requiert que les entreprises visées présentent leur stratégie climat et démontrent la compatibilité de leur stratégie avec l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Deuxième raison, cette directive CSRD a pour ambition de supprimer les distorsions qui existent aujourd'hui d'une entreprise européenne à une autre en matière de communication RSE et de vérification externe associée. En effet, si les transpositions de la directive européenne de 2014 étaient très variables d'un État membre à un autre, les entreprises européennes seront désormais logées à la même enseigne. Enfin, cette nouvelle directive a pour objectif d'améliorer la comparabilité des performances ESG communiquées par les entreprises. Et à ce propos, comme je l'ai dit à l'instant, un chantier de normalisation du reporting extra-financier est en cours, porté par les FRAG. Les normes de reporting extra-financier sont attendues courant 2022 et 2023. Plus de comparabilité et une plus grande transparence des informations extra-financières sont donc attendues en Europe dans un avenir proche. Mais à qui ces nouvelles dispositions en matière de reporting extra-financier s'appliqueront-elles et à partir de quand ? Je m'adresse maintenant à vous, Fanny Oulliot. Aujourd'hui, vous le savez, sont concernés par les dispositions des PEF, schématiquement les SA et les SCA, cotés comme non cotés, qui dépassent 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 100 millions d'euros de total bilan sur base consolidée. L'élargissement du périmètre des sociétés visées par ces nouvelles dispositions a été confirmé dans le projet de directive publié le 21 avril dernier. Et à ce titre, seront concernées à compter de l'exercice fiscal 2023 les grandes sociétés cotées et non cotées. Par grande société, on entend une entité qui dépasse 2 des 3 critères suivants sur base consolidée, à savoir 20 millions d'euros de total bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés. Et ce, quel que soit le statut juridique de l'entreprise, autrement dit, tous les statuts marchands seront désormais concernés. Deuxième échéancier de mise en application seront également concernés à compter de l'exercice fiscal 2026, cette fois, les petites et moyennes sociétés cotées. Demain, globalement, on estime que plus de 50 000 entreprises européennes seraient visées par cette nouvelle directive, alors qu'aujourd'hui, seules 12 000 sociétés le sont. Un périmètre qui s'élargit donc de manière très significative. Quelles seront les nouvelles obligations des entreprises européennes en matière de publication et de vérification de leurs informations extra-financières ? Les obligations, elles consistent, pour les entreprises visées, à établir un rapport de durabilité. Nous ne parlerons plus de déclaration de performance extra-financière. Et ce rapport de durabilité, il devra être inclus au rapport de gestion de l'entreprise et vérifié par un tiers externe avec un niveau d'assurance limité. Pas de changement prévu sur ces points pour les sociétés françaises. On peut imaginer en revanche que ce nouveau rapport de durabilité sera plus complet que la déclaration de performance extra-financière actuelle. Pas tout à fait, les rapports de durabilité ne seront finalement pas si différents que les déclarations de performance extra-financière que nous connaissons actuellement en France. Néanmoins, quelques évolutions sont à noter, parmi lesquelles, sur le volet stratégie, l'entreprise devra décrire son modèle d'affaires et sa résilience aux enjeux climatiques. En clair, le plan d'action qu'elle a mis en place pour être compatible avec l'accord de Paris. Elle devra aussi préciser le rôle de la gouvernance, sa composition et son implication dans le développement durable, avec à la clé, on imagine, une question de responsabilité. Sur le volet politique, l'entreprise devra afficher les objectifs associés aux politiques de gestion des risques RSE. Et enfin, sur le volet résultats, le rapport de durabilité ne se contentera pas de présenter les résultats et les progrès accomplis au cours de l'exercice écoulé, mais devront également être présentées des informations prospectives. Voilà les changements sur le fond. Dans la forme, je précise que ce rapport de durabilité devra être digital.
À ce titre, il est prévu de mettre en place un processus de reporting électronique des informations extra-financières, à l'instar de ce qui est fait aujourd'hui avec le reporting ESEF pour le reporting financier. Quelles seront les thématiques extra-financières abordées dans ce rapport de durabilité et sont-elles vraiment différentes de ce que l'on connaît aujourd'hui ? Tout d'abord, il faut bien comprendre que ces rapports de durabilité devront être structurés en 3 parties. Une première partie sur la stratégie, une deuxième sur la description des politiques et enfin la présentation des résultats associés. Sachant que les risques RSE qui se devront d'être adressés dans ces rapports de durabilité porteront sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance selon les 3 piliers de l'ESG. Si on rentre un peu plus dans le détail, le pilier environnement couvrira les 6 thématiques de la taxonomie verte européenne, à savoir notamment l'atténuation et l'adaptation du changement climatique, la préservation des ressources ou encore la biodiversité, pour en citer quelques exemples. Sur le pilier social, les thématiques sont somme toute assez classiques. On y retrouve l'équité dans l'accès au marché du travail, les conditions de travail ou encore les droits humains. Mais c'est sur le pilier de gouvernance que nous constatons le plus d'évolution. La question de l'éthique des affaires et des mesures anticorruption doivent être désormais traitées par toutes les entreprises visées, cotées ou non cotées. Devront également être présentés les engagements politiques de l'entreprise et les activités de lobbying, ce qui est totalement nouveau. Et enfin, la qualité des relations avec les partenaires commerciaux, fournisseurs, clients, comme la santé et la sécurité des produits devront figurer dans les rapports de durabilité. À noter que lors de la transposition en droit français, il n'est pas impossible que certaines thématiques soient ajoutées, comme par exemple la lutte contre l'évasion fiscale. Du changement dans la continuité, en quelque sorte. La gouvernance de l'entreprise, nous l'avons déjà dit, va être de plus en plus impliquée et responsabilisée dans le suivi des enjeux RSE. On peut donc penser que le comité d'audit va devoir s'intéresser de près à ces questions, Anne Garance. Oui, Hélène, vous avez raison. Les missions du comité d'audit devraient être étendues au rapport de durabilité. Désormais, il serait notamment chargé, premièrement, de suivre aussi le processus de reporting des informations extra-financières, également et deuxièmement, de s'assurer de l'efficacité du contrôle interne des risques ESG de l'entreprise. Et enfin, troisièmement, de suivre le contrôle légal du rapport de durabilité et d'informer le conseil d'administration des résultats de cette vérification externe. Dernière chose, le projet de texte indique que le comité d'audit serait également chargé du suivi du processus de reporting électronique des informations extra-financières. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à ces évolutions ? Quels sont vos conseils ? Comme souvent, une bonne anticipation est la clé du succès. La directive devrait être transposée en droit français d'ici décembre 2022. Les nouvelles obligations réglementaires devant entrer en vigueur à compter de l'exercice 2023 pour une publication des premiers rapports de durabilité en 2024. Pour les entreprises nouvellement soumises, nous les encourageons à débuter la préparation du rapport de durabilité dès l'exercice 2022 afin de structurer la démarche en interne et d'identifier les points de difficulté. Pour les entreprises qui étaient déjà soumises au dispositif DPEF, nous les encourageons à bien identifier les informations nouvelles à communiquer afin d'enrichir leur communication, aussi à se préparer aux questions des comités d'audit et potentiellement de l'AMF, et aussi à travailler en collaboration avec leur organisme tiers indépendant, leur OTI, afin d'anticiper la vérification des informations nouvellement communiquées. Un grand merci à toutes les deux pour vos éclairages. Même si cette nouvelle communication d'informations extra-financières n'est pas immédiatement requise, elle sera, le moment venu, scrutée avec beaucoup d'attention par les parties prenantes. Les entreprises doivent donc s'intéresser à ce sujet sans tarder. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans ce domaine, nos experts sont bien entendu à votre disposition. Enfin, pour rester informé, rendez-vous dans l'application mobile de Radio KPMG ou à la page du développement durable sur kpmg.fr. C'était la dernière matinale de la saison. Je vous retrouverai avec grand plaisir à la rentrée, le 7 septembre prochain, pour une nouvelle saison radiophonique. Et sachez aussi qu'au mois d'août, notre radio rediffusera dans son application ses meilleurs programmes de l'année. Restez donc à l'écoute. Bel été à tous et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. Les matinales de KPMG.